la Russie n'aura pas d'autres options que de rentrer en guerre en Ukraine en février 2022. Cette analyse date d'avril 2017. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de Peter Zeihan, analyste américain en géopolitique, et on retrouve tout de suite après l'homme qui avait prédit ces opérations russes en Ukraine. Pendant la période soviétique, la Russie contrôlait 9 portes d'entrée, mais après cette période, ils sont passés de 9 à 2. Maintenant, elle n'en contrôle que 2. 3 avec l'annexion de la Crimée, 5 des anciennes portes d'entrée sont à l'ouest. Et pour que la Russie reprenne ses accès, il ne faut pas seulement qu'elle prenne l'Ukraine, mais qu'elle prenne aussi l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la moitié de la Pologne, la moitié de la Roumanie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Et comment cela va se faire ? Il y a plusieurs possibilités et les Russes ont tous les outils pour le faire. Et les Russes ne voient aucune résistance significative. Les sanctions financières ne les atteignent pas et ne les feront pas se remettre en question. Et on vous retrouve donc, Peter Zeihan, depuis les montagnes du Colorado aux États-Unis. Vous êtes analyste en stratégie géopolitique. Première question, et j'imagine que vous êtes tout sauf devin ou magicien. Visiblement, ça vous fait sourire, ou même rire. Possédez-vous des pouvoirs que d'autres n'ont pas? Parce que vous êtes le seul à avoir annoncé que la Russie allait lancer ses opérations en février 2022. C'était de cela il y a 5 ans. Je ne dirais pas que je suis un magicien, mais ce qui est certain, c'est que je possède des outils que d'autres n'utilisent pas, notamment la géographie et la démographie. Nous avons toujours su que si les Russes arrivaient à survivre en tant que peuple, ils devraient recréer des liens avec les pays voisins qui avaient voulu les envahir avant, notamment l'Ukraine. Donc c'était certain que cela allait arriver. Et d'un point de vue démographique, on voyait bien que la population était en train de s'écrouler. Et 2022 était la dernière année où la Russie avait assez d'hommes pour remplir les rangs de son armée. Donc c'était vraiment maintenant ou jamais, et on a pu prévoir ça depuis quelques années. Et vous avez écrit et dit aussi que la Russie avait programmé ses opérations, et en premier lieu, moins pour des raisons militaires, mais plus pour des raisons financières et surtout énergétiques. Ce qu'on va voir au cours des 3 prochains mois, c'est que le programme était d'utiliser l'énergie pour faire voler en éclats l'alliance de l'OTAN. Donc je pense que les Russes sont aussi étonnés que vous et moi quand ils voient à quel point les Européens sont soudés pour imposer des sanctions. Mais dans un futur proche, tous les gazoducs qui passent par la Biélorussie et l'Ukraine ne fonctionneront plus, soit parce que les Russes les auront détruits accidentellement, soit parce que les Ukrainiens les auront fait exploser. Et quand cela se produira, il ne restera que 2 gazoducs, celui qui passe sous la mer Baltique, le Nord Stream, et celui qui passe en dessous de la mer Noire, le Blue Stream. Ils arrivent directement en Allemagne et en Turquie. Ce qui veut dire que très bientôt, les Russes vont pouvoir aller à Berlin ou à Ankara et leur dire « Nous pouvons continuer à vous alimenter en énergie, mais vous seulement ». Et uniquement à condition que vous fassiez en sorte que l'OTAN ne puisse pas agir pour défendre l'Ukraine. Et je ne sais pas ce que l'Allemagne et la Turquie vont faire, mais c'est ce qu'il va se passer très bientôt. Ou en attendant, l'OTAN ne fait rien pour le moment. L'avenir nous le dira. Pour le moment, nous sommes encore au début du conflit. Cela fait seulement 3 semaines qu'il a commencé. Peter Zeihan, pour l'instant, le dollar est repassé en dessous de 100, mais vous avez dit en 2017 que le prix du baril pourrait atteindre 300 $. Est-ce que c'est encore réaliste? Parce que si c'est le cas, ça s'appelle clairement un 3e choc pétrolier. Nous allons avoir un 3e choc pétrolier à l'échelle internationale. Ce qu'on voit pour le moment, c'est que les 2 tiers des exportations de pétrole russe qui sont destinées aux pays occidentaux, via les mers Noires et Baltiques, ont commencé à déserter le marché. En effet, les compagnies d'assurance vont refuser d'assurer les navires qui iront chercher le pétrole, le personnel des ports européens refusera de le charger et les capitaines refuseront de l'acheminer. Donc aujourd'hui, ce sont déjà 3 millions de barils par jour qui ne circulent plus. Et au fur et à mesure que le conflit va se poursuivre, ce sont les pipelines tout entiers qui vont arrêter de fonctionner. Et dans cette configuration-là, nous devrions nous estimer heureux que le prix du baril de pétrole soit de 170 $ seulement, parce qu'il me semble que 200 $ est un tarif plus réaliste. Et quand nous en serons là, le président Joe Biden pourra arrêter les exportations américaines de pétrole brut. Quand cela arrivera, le monde n'aura plus accès au pétrole russe et américain en même temps. En Amérique du Nord, le prix de l'énergie est d'environ 70 $, mais dans le reste du monde, il ne redescendra plus jamais en dessous de 150 $. Et maintenant, alors que nous essayons de nous adapter aux nouvelles normes, je crois que 300 $ est un prix raisonnable.
$150, $300. Vous avez publié également un livre au nom très équivoque et optimiste, The End of the World is just the beginning mapping of the collapse of globalization. La fin du monde commence à peine, cartographie de l'effondrement de la globalisation. En quelque sorte, je le traduis en mots simples, vous êtes en train de dire qu'il va y avoir un nouvel équilibre des forces et donc un Proche-Orient plus explosif. Bigger, but yes. Let's start with the Middle East, though. Oui, quelque chose plus large que ça. Commençons par le Moyen-Orient. Si les prix augmentent vraiment, ça veut dire que le coût de l'agriculture va augmenter lui aussi. Il faut bien garder à l'esprit que la Russie et l'Ukraine sont les 5e exportateurs mondiaux de blé et que la Russie est le premier pays exportateur d'engrais. La dernière fois qu'il y a eu une interruption dans le marché du blé en Russie, les prix ont triplé au Moyen-Orient. Il y a eu des séries de conflits et de soulèvements que nous appelons aujourd'hui le printemps arabe. Ce qui va arriver au 4e trimestre de 2022 sera bien pire que ça, et je serais surpris que le prix du blé au niveau international ne soit pas multiplié par 4. Global wheat prices did not at least quadruple, and then Au Moyen-Orient, le prix sera largement au-dessus et tout le monde va en souffrir parce que l'alimentation dans la plupart des pays de la région repose sur la farine. Il va falloir s'adapter, mais il y aura des répercussions dans le monde entier. Ce n'est pas juste un problème qui concerne la région. Donc, vous pouvez être sûr que les pays du Moyen-Orient vont commercialiser leur pétrole, gagner plus d'argent et ce sera sûrement avantageux pour des pays comme l'Arabie Saoudite. Mais il faut aussi s'attendre à des restrictions dans le domaine de l'énergie au niveau international. Donc je pense que des pays comme la Grande-Bretagne et la France, peut-être même le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie vont devoir se rabattre sur le pétrole produit par des pays africains pour signer des contrats afin d'éviter que ces barils n'aillent nulle part ailleurs qu'en Europe. Ça leur permettra de faire passer la pilule et d'éviter une envolée des prix. Mais pour les pays qui dépendent déjà du pétrole africain comme la Chine, il s'agit d'une multitude de facteurs catastrophiques. worst possible constellation of factors. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine le savait? Est-ce que c'est pour ça qu'il a durci ses positions vis-à-vis de l'accord nucléaire? The Russians and the Iranians have always been an odd couple. Les Russes et les Iraniens ont toujours formé un drôle de couple. C'est une alliance de convenance. Et si les Américains n'étaient pas présents dans leur système, les deux pays se seraient déjà affrontés. Donc, d'un point de vue russe, tout ce qui peut entraver les exportations d'énergie à long terme est positif parce que ça leur rapportera plus de revenus. Donc, on a vu au cours des 2 dernières semaines que les Russes sont de plus grandes barrières qui existent pour un accord entre l'Iran et le reste du monde. Il y a de nombreuses négociations de paix en ce moment, mais la Russie et l'Iran ne sont pas des alliés naturels. Et au cours des mois à venir, nous allons voir que leur relation va se détériorer. I don't want to put too firm of a Peter Zeihan, le seul stratège qui a prédit la guerre en Ukraine 5 ans plus tôt, merci. Et au fait, est-ce que vous pouvez prédire quand est-ce que je vais gagner peut-être au loto? Si j'avais vraiment ce pouvoir, je vivrais déjà sur une île déserte. Ben, je ne le saurais pas donc du coup. Merci à vous et à très vite dans Défense.